À près de 3000 km de la Réunion, à l'extrême sud de l'océan Indien, la France possède des territoires souvent méconnus, les terres australes et antarctiques françaises, les TAF, un chapelet d'îles où le vent règne en maître. Crozet, Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam, aujourd'hui encore ces seuls noms évoquent la promesse d'une aventure hors du commun dans un environnement exceptionnel. Une aventure qui commence à bord du Marion Dufresne, un bateau de 120 mètres sur lequel nous avons eu la chance d'embarquer. C'est l'unique moyen de ravitaillement pour la poignée d'hommes et de femmes qui ont choisi de passer quelques mois ou plus dans l'une des 3 bases scientifiques installées là-bas, loin, très loin de tout. 4 fois par an au départ du port à La Réunion, c'est le même rituel. Le Marion Dufresne lève l'ancre en fin d'après-midi pour un voyage extraordinaire vers les terres australes françaises. À son bord ce jour-là, 50 membres d'équipage et 69 passagers, dont de nombreux scientifiques, du personnel des TAF, 8 touristes et pour la première fois 8 collégiens réunionnais et leurs 2 professeurs. On fait attention, les escaliers sont raides. Tu m'étonnes. Maintenant vous installez, vous êtes chez vous pour un mois. Okay. Grimper sur le Marion, c'est souvent la concrétisation d'un rêve pour lequel il a fallu être patient. Jusqu'à 4 ans d'attente pour les heureux touristes. Ça va, il y a de la marche. Une fois installé pour un voyage de 26 jours, tout le monde est convié aux exercices de sécurité. On ne navigue pas sans quelques précautions entre les 40e rugissants et les 50e hurlants. C'est le nom donné par les marins à ces latitudes de l'hémisphère sud, constamment balayées par des vents particulièrement violents. Bon, maintenant vous êtes prêts pour sauter à la mer. Ça va flotter. Mais le voyage ne fait que commencer et le Marion navigue pour le moment sous un ciel clément. Ici aussi, là, le grand sujet de discussion et le questionnement tous les matins, c'est la météo. À la tête de l'équipage, le commandant Marjac est un habitué de ce parcours. Depuis bientôt 20 ans que le bateau ravitaille les terres australes, il en a passé 10 à bord. À la passerelle d'où il supervise les opérations, il renseigne volontiers tous ceux qui veulent savoir ce qui les attend. Dans l'hémisphère sud, les dépressions se déplacent à très grande vitesse. Pour une même latitude, dans le sud, il y a beaucoup moins de terre pour arrêter les éléments. Et donc la formation de tous ces dépressions est favorisée par le fait qu'il n'y a pas de terre, en fait, où il y en a moins. Par chance, cette rotation s'est révélée très tranquille, passant entre les mailles de ce chapelet dépressif, même si la houle a soulevé parfois les estomacs sensibles. 3 ou 4 mètres de creux, ce n'est pas grand-chose quand on sait que la tempête n'est jamais très loin. Comme sur ces images tournées lors d'un précédent voyage. Le commandant, lui, en a fait l'expérience alors qu'il n'était que second. C'était en 1996. Ce jour-là, l'anémomètre affichait 90 nœuds. Donc ça représente presque 180 km/h. Et donc c'est quelque chose d'assez, je dirais, pas terrifiant, mais presque. C'est une horreur. Ouais, j'ai eu peur, j'ai eu très peur. Les passagers étaient là, ils ne se rendaient pas bien compte en fait, là, parce qu'ils trouvaient que c'était joli, comme ce que trouvent toujours les passagers quand il y a du mauvais temps. Gros temps ou pas, la vie se doit de continuer à bord. En cuisine, on s'active pour assurer les repas pour 119 personnes. Cambus sèches, légumes et fruits frais, frigo crèmerie riche en fromages variés, congélateur à poisson ou à viande, il y a de quoi tenir 2 à 3 mois en mer, au cas où, avec quelques aménagements spécifiques à la navigation. Et quand on se prend des tempêtes et que ça bouge beaucoup, on fait des saisissages, mais des fois ça passe par-dessus bord et les cartons sont droite, gauche, ils tombent. Et le lendemain, il faut tout ranger, quoi. C'est la vie de marin, quoi. Sur le Marion Dufresne, bien manger est une tradition qu'Ivan Poussin et ses 4 auxiliaires mettent un point d'honneur à respecter. Sur son cahier de recettes, le chef a concocté avant le départ 30 jours de menus, tous différents. Avec 2 services midi et soir, sans compter le petit déjeuner, il n'y a pas de temps mort en cuisine. On peut pratiquement tout faire, sauf tout ce qui est liquide. Quand la mer commence à bouger vraiment, tout ce qui est flan, tarte citron, tout ce qui est liquide en fait qui cuit au four. Là on évite parce que avec le roulis, ça peut déborder dans les fours, quoi.
ça bouge pas mal quand même ici, il faut reconnaître. Bien sûr, il y a des gens malades. Et puis dans ce cas-là, on fait du riz ou des sandwichs. Mais en général, on cuisine toujours et curieusement, même si ça bouge, les gens mangent. Pour certains scientifiques, le travail n'attend pas l'arrivée sur une base. À la passerelle, les ornithologues profitent du voyage pour observer et compter les oiseaux. Au fur et à mesure de la descente vers le sud, les espèces tropicales ont laissé place aux espèces subantarctiques comme les pétrels ou les albatros. En 5 jours, le thermomètre a en effet plongé. Oubliez la chaleur caniculaire de la Réunion, il fait à peine plus de 5 degrés lorsque le bateau approche de l'archipel de Crozet. Après 2860 km parcourus, c'est une terre presque fantomatique qui se révèle d'abord. Puis soudain, voilà enfin l'île de la Possession, première étape de la rotation. Les passagers du Marion Dufresne impatients ont dû attendre que le temps se lève pour grimper dans l'hélicoptère du bord. C'est lui qui assure la liaison entre le bateau et la terre, pour les hommes comme pour le matériel. La Possession est la principale île de l'archipel de Crozet, découvert en janvier 1772 par le navigateur Marion Dufresne. Depuis 50 ans, la base Alfred Faure accueille une vingtaine de personnes en hiver et jusqu'à 60 pendant les campagnes d'été. Ce jour-là, tout le monde est présent pour la traditionnelle photo de mission. Depuis septembre dernier, Alain Ritchie occupe la fonction de chef de district de Crozet, le Discro comme on le surnomme. Il représente le préfet d'Étafe et assure entre autres missions le bon déroulement d'activités fortement impactées par des conditions parfois délicates. On a un climat qui est extrêmement changeant. On peut avoir les 4 saisons en une journée, donc de la neige, des pluies intenses et des vents souvent supérieurs à 100 km/h. On a environ 300 jours par an de vents supérieurs à 100 km/h, avec des pointes allant jusqu'à 140. Donc de ce fait, on est obligé de prendre des précautions à la fois sur le travail sur la base et puis également sur les manips extérieures qui sont réalisées, c'est-à-dire qu'une météo qui nous fait état de conditions particulièrement difficiles, donc des vents supérieurs à 120 km/h, on annule purement et simplement la manip. Le record a même dépassé les 200 km/h. En revanche, le thermomètre est plutôt stable. Il oscille entre 4 et 8 degrés selon la saison. Là, ça doit être sublime au lever du jour, quoi. C'est sous ce climat a priori hostile que s'épanouit pourtant une faune extraordinaire que nous avons eu le privilège d'approcher de très près. À proximité de la base, la baie du Marin accueille l'une des nombreuses colonies de manchots royaux de l'archipel. Ici vivent environ 15 000 couples. Grâce à une épaisse couche de graisse et une étonnante capacité de thermorégulation, ces animaux marins ne craignent ni une eau à 6 degrés, ni les intempéries. Ils arrivent même, grâce à un afflux de sang, à réchauffer à 38 degrés le dessus de leurs pattes quand elles ne sont qu'à 5 degrés au niveau du sol. Donc là, on voit bien le couple. Chercheur au CNRS de Strasbourg, Yves Hendrick s'intéresse à la physiologie du manchot. En 30 ans d'études, il est très loin d'avoir fait le tour de la question. Quand il pleut, ils sont comme des chats mouillés. Et on s'interroge vraiment de est-ce que le poussin est vraiment adapté à ce climat ou est-ce que peut-être on a déjà un climat un peu plus chaud et à une époque pas très lointaine, il y avait peut-être plus de neige. On le sait des témoignages des naufragés, par exemple les naufragés de l'île de l'Est. Ils ont un duvet certainement parfaitement adapté à la neige, mais pas à la pluie. Bon, c'est une hypothèse, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de poussins qui l'hiver meurent de froid. Effet des changements climatiques ou pas, les scientifiques étudient aussi le phénomène qui pourrait contraindre les manchots à aller se nourrir dans les eaux plus froides autour de l'Antarctique. Quoi qu'il en soit, l'hiver reste difficile pour les poussins, proie de choix pour les squats et les pétrels, alors qu'ils jeûnent parfois plusieurs mois en attendant le retour des parents partis chercher de quoi manger.
À partir d'octobre, c'est le printemps ici, eh bien, il y a plus de nourriture en mer. Donc les parents les renourrissent, ils regrossissent et ils arrivent jusqu'à 13 kg. C'est-à-dire qu'ils sont plus gros que les adultes. Les poussins vont alors commencer leur mue et avec des plumes enfin étanches partir en mer. Un voyage qui durera 3 ans avant leur retour dans leur colonie et sur lequel les chercheurs commencent tout juste à récolter des données. Juste au-dessus de la colonie, les pentes du Bollard abritent une autre espèce qui ne vit que dans l'hémisphère sud. L'albatros hurleur ou grand albatros est le plus grand oiseau marin du monde, jusqu'à 3,50 m d'envergure. Et grâce à sa maîtrise parfaite des vents et des courants, il plane sans effort et peut parcourir plusieurs milliers de kilomètres. C'est clairement un oiseau de l'extrême, comme la plupart des espèces qu'on va trouver ici. Et quand le poussin est laissé au bout de 45-50 jours seul sur le nid, là il n'a plus ses parents, il a encore son duvet et il va survivre à ça pendant 7 mois. Donc ouais, c'est beaucoup de records et beaucoup d'adaptations qui font de cet oiseau vraiment un oiseau assez extraordinaire. Le suivi ornithologique est historique à Crozet et grâce au bagage et à la pose de GPS, les scientifiques ont amassé une foule de données. Le programme suit une dizaine d'espèces d'oiseaux, mais aussi quelques mammifères. On a la chance de côtoyer les éléphants de mer, les otaries et puis les orques aussi. Donc on bosse aussi sur ces espèces comme sentinelles des changements climatiques justement. Parce que tous leurs déplacements, soit pour se nourrir ou pour vivre sur l'année, vont être rythmés, comme on le disait, par les courants aériens, les vents ou les courants marins. Donc grâce à ces fluctuations de population ou les comportements qu'on va observer, on va pouvoir se poser des questions, essayer de se dire qu'il y a quelque chose qui se passe, justement au niveau climatique. Pendant que Valentin, comme tous ses collègues scientifiques, observe la vie sauvage et ses évolutions, sur le Marion Dufresne, on ne perd pas de temps. Hélicoptères, portières, chalands, tous les moyens logistiques sont mis en œuvre pour assurer le débarquement des vivres et du matériel destiné aux hivernants. Demain matin, lever du soleil 4h15. Nous on fait un point météo à cette heure-là. On entamerait les manifs de portière autour de 5h. Mais ce jour-là, les conditions météo exécrables ont rendu impossible le déchargement par hélicoptère. La portière, ce radeau de bois reposant sur des boudins gonflables, est le seul moyen à Crozet et Amsterdam pour transporter les charges les plus lourdes. Allongés sous la plateforme, les deux marins s'abritent pendant la manœuvre périlleuse. Avec la houle qui enfle, ils pourraient facilement passer par-dessus bord. Les conditions de houle liées au vent de nord rendent les manifs de portière un peu compliquées. Donc voilà, on prend la décision d'arrêter les manifs pour aujourd'hui. Ok, effectivement, il y a un peu de houle. A priori, demain, un petit peu moins. Les escales du Marion Dufresne sont toujours de courte durée, mais le ravitaillement des bases, un impératif, au moins pour les vivres. À Port-au-Français, au Kerguelen, c'est ce chaland, l'Aventure 2, qui assure une partie du transbordement. Il faut vraiment, quand on a une ouverture météo, tout faire à ce moment-là. C'est pour ça que les équipes ici se lèvent très tôt à Kerguelen et dans les autres îles. Quand on est à 4h du matin prêt à travailler, ça marche souvent. Après l'après-midi, ça se lève, le vent se lève, les nuages arrivent et c'est la fin. Donc il faut vraiment assurer côté météo. L'IPEV, l'Institut polaire français, intervient dans les régions polaires et subpolaires pour soutenir et mettre en œuvre les programmes scientifiques. Le matériel plus spécialement destiné à ces recherches est déposé sur les bases, mais aussi dans les cabanes, refuges pour les études de terrain, disséminées sur les îles. Au niveau IPEV, on a des sites isolés à ravitailler. Donc là, c'est par hélicoptère, dans des petites caisses qui ne doivent pas dépasser 650 kg et où on doit amener des vivres pour faire vivre des scientifiques pendant près d'1 an. Donc ça demande une logistique un peu particulière.
Maillon essentiel dans cette chaîne logistique complexe, l'hélicoptère offre à chaque escale un balai incessant entre le Marion-Dufresne et les sites à ravitailler. Ce sont souvent d'anciens militaires qui effectuent l'exercice, à l'image de Pascal Caduc, l'un des pilotes les plus aguerris sur ces rotations. Leur expérience en appontage et vol dans des zones de montagne en fait des experts dans ces milieux hors normes. Les journées sont assez intenses quand on fait les débarquements, et plus les transports de charge derrière, plus les ravitaillements sur les cabanes à droite et à gauche. Le plus gros problème, donc, c'est le vent dans ces zones-là. Avec en plus, vous voyez bien que la plateforme est assez exiguë. Et en plus, il y a les mouvements du bateau quand il y a de la houle. Donc il faut composer avec tout ça. C'est pas toujours aisé. Quand il y a des vents supérieurs à 50 nœuds, on ne sort pas l'appareil du hangar et on attend que les conditions météorologiques soient meilleures. L'hélicoptère permet aussi de découvrir et d'apprécier d'en haut l'immensité de ces paysages rudes mais grandioses. Ces îles qu'on ne fait qu'effleurer en quelques jours d'escale offrent alors toute leur démesure. On comprend mieux pourquoi tous ceux qui sont passés par là deviennent de fervents ambassadeurs des terres australes. À seulement 28 ans, Nina a déjà effectué 8 séjours. Avec un enthousiasme communicatif, elle parle volontiers de son métier. C'est le fait de travailler avec des humains dans ces conditions de nature qui rend le métier difficile et qui me passionne en fait. C'est ça qui me fait revenir. Moi. C'est pas tout cuit, il n'y a aucune campagne qui se ressemble et tout doit être adapté à l'humain et à la nature. La nature change, la nature est difficile et les humains changent tous les ans. Donc c'est un éternel recommencement. Et je suis toujours pas lassée, ouais. Je suis toujours pas lassée. C'est l'un des symboles de l'archipel des Kerguelen. Cette arche que nous devinons à peine lorsque le Marion-Dufresne approche au petit matin a fasciné bon nombre de navigateurs. Quelques très rares clichés, comme celui-ci pris en 1893, la montrent avec son tablier effondré depuis. Dans cette ambiance brumeuse, inquiétante, on songe au désarroi d'Yves-Joseph de Kerguelen lorsqu'il découvrit en 1772 les falaises noires balayées par les tempêtes qui ont longtemps valu à ces terres le nom d'île de la désolation. Toutes les tentatives pour installer des colonies furent vaines dans un environnement aussi austère et isolé. Ne subsistent aujourd'hui que quelques tombes et les ruines de Port-Jeanne d'Arc, station baleinière abandonnée dans les années 20. Archipel perdu aux portes de l'Antarctique, le climat particulièrement rude des Kerguelen a eu raison des rêves les plus fous. On peut voir circuler les perturbations qui tournent dans un flux d'ouest continu tout autour de l'Antarctique. Depuis 1950, Météo France dispose d'une station permanente à 2 pas de la base de Port-au-Français. Ces relevés alimentent la Banque mondiale de la météo. Chaque jour à la même heure, le lâcher d'un ballon-sonde permet également d'effectuer une série de mesures en altitude. L'amplitude de température n'est pas très importante, mais ce qui caractérise le climat ici, c'est le vent qui souffle en continu et qui donne une impression de froid parce que les températures évoluent, on va dire, entre -9, -10 et au plus chaud, ça peut aller jusqu'à une quinzaine de degrés en été. Au cœur de l'hiver austral, août 2014 a battu le record de froid avec -9,5 degrés. Autre record, le recul de la calotte glaciaire, l'un des plus rapides au monde. C'est un effet visible des changements climatiques. Depuis une dizaine d'années, le climat des Kerguelen est marqué par des sécheresses estivales récurrentes et un vent qui se renforce encore.
Pour mesurer l'impact de ces modifications du climat sur les écosystèmes marins, une équipe de chercheurs a installé le premier observatoire sous-marin à cette latitude. Depuis 3 ans, les plongeurs du programme Protecare de l'Institut polaire équipent 8 sites avec des thermomètres et des placettes de colonisation, des carreaux d'argile crue sur lesquels s'installent algues et animaux. Leurs observations permettent de découvrir une biodiversité marine d'une richesse insoupçonnée pour le néophyte. On admet que plus on va vers les extrêmes, vers les pôles, moins la diversité est importante. C'est absolument pas le cas de l'Antarctique en milieu marin. La diversité est à peu près équivalente à celle des récifs de coraux, donc c'est énorme. Là, on en est à plus de 1500 espèces. Les plongées dépassent rarement 30 minutes dans ces eaux qui oscillent entre 3 et 5 degrés et engourdissent rapidement les doigts. Et c'est justement les premiers relevés de température qui ont étonné les chercheurs. On a quand même déjà des tendances qui sont un petit peu inattendues, puisqu'on s'est aperçu que les minima d'hiver étaient de plus en plus froids. En 2 ans, on a descendu de presque de 2 degrés. On est passé de 3 degrés en minima d'hiver à 1 degré. Mais avant d'en conclure que les changements climatiques impactent aussi les eaux des Kerguelen, il faudra poursuivre les mesures pendant au moins une dizaine d'années. Sans doute moins gracieux que les occupants des fonds marins, l'éléphant de mer, plus grand représentant de la famille des phoques, révèle d'étonnantes capacités une fois dans l'eau. Sur la base de Port-au-Français, où vit une importante colonie, les scientifiques les ont équipés d'appareils, à la fois pour comprendre leur comportement en mer et obtenir des informations sur l'océan austral. Ce prédateur, qui peut plonger jusqu'à 30 minutes à des profondeurs moyennes de 500 mètres, est une autre sentinelle des changements globaux. On leur colle ce genre d'appareils, ce sont des balises Argos qui sont munies d'un capteur de température, d'un capteur de salinité et d'un capteur de pression. Et à partir de cet appareil, au cours de la plongée, on va pouvoir mesurer ces paramètres pour alimenter des modèles océanographiques, mais aussi météorologiques et climatiques. Il est encore trop tôt pour apporter des conclusions sur ces changements, mais les informations transférées par les éléphants de mer sont précieuses puisqu'elles représentent 80% des données pour l'océan austral. C'est une espèce qui a failli disparaître au cours du 19e siècle parce qu'elle était recherchée pour sa graisse et exploitée partout dans le monde. Depuis 30 ans qu'il vient régulièrement dans les terres australes, Christophe Guinet n'a rien perdu de son enthousiasme pour ce drôle de compagnon d'études. Pour moi, c'est une période de ressourcement où j'échappe à la pression du quotidien quand je suis au laboratoire en métropole. C'est ce que je viens rechercher ici, c'est-à-dire c'est 2 mois ou 3 mois où je vais vivre parmi les animaux. Après, ces îles, elles sont au bout du monde, c'est une ambiance très particulière. C'est austère, les conditions climatiques sont dures, mais par certains côtés, c'est ce qui nous fait prendre le sentiment qu'on est réellement en vie. Alors, pour préserver un écosystème unique qui fait briller les yeux de tous ceux qui abordent ces îles, les TAF ont créé une réserve naturelle. Au fil du temps, l'homme avait introduit animaux et végétaux pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Biosécurité, élimination des espèces invasives, création de zones de protection, de nombreuses mesures ont été prises pour que perdure l'exceptionnelle richesse de ces terres à l'autre bout du monde. Cet après-midi-là, les passagers du Marion Dufresne sont conviés à une activité inhabituelle, indispensable avant chaque escale. Dans le local de biosécurité du bateau, les 8 élèves de la Réunion qui ont embarqué pour la rotation dans les terres australes sont les premiers à passer leur équipement au peigne fin. On nettoie les vêtements pour la biosécurité, pour qu'il n'y ait pas d'espèces introduites. Depuis la création d'une réserve naturelle en 2006, les TAF se sont lancés dans la lutte contre les espèces invasives pour protéger une biodiversité longtemps mise à mal par l'homme. Le vent qui souffle en permanence sur ces terres isolées a tôt fait de disperser les intrus. Les hommes, quand ils sont venus ici, ils ne sont venus pas tout seuls, mais ils sont venus avec des graines, notamment des graines qui n'étaient pas des graines de plantes qui n'étaient pas présentes ici, qui ont eu la capacité de se développer. Et à partir du moment où elles se développent,
elles prennent le dessus des espèces qui sont autochtones. Et donc il y a une transformation assez profonde des écosystèmes. Dans ces milieux loin de tout, soumis en permanence aux dépressions qui tournent autour de l'Antarctique, animaux et végétaux se sont adaptés à leur environnement. Mais ils n'ont développé aucun moyen de défense contre les envahisseurs. Certains, comme le pissenlit qui ne craint ni le vent ni le froid, en ont donc profité. On voit qu'il y en a partout et donc c'est complètement illusoire de vouloir lutter contre le pissenlit. C'est des milieux très rudes, mais avec les changements globaux, il y a moins de précipitations. Des espèces qui étaient vraiment à la limite pour se développer, il y a peut-être 50 ans, maintenant peuvent réussir à se développer avec la température qui augmente un petit peu. La réserve, en collaboration avec l'Institut polaire, réalise des inventaires sur ces espèces invasives et développe des actions concrètes comme l'arrachage, la pose de caillebotis ou l'interdiction de se rendre sur des sites jugés sensibles aux grandes dames de certains scientifiques. Alors il y a de la menthe, il y a de la ciboulette, des salades, des tomates, du persil. Mais l'homme a aussi volontairement introduit certains végétaux tout simplement pour se nourrir. Ravitaillés seulement 4 fois par an, les hivernants ont faim de fruits et légumes frais. Des envies incompatibles avec la politique de la réserve. Les cultures ont donc disparu, sauf sur Amsterdam, où subsistent également, mais pour combien de temps, des fleurs qui donnent un petit air printanier à la base Martin de Viviès. Dans le même temps, on tente de sauvegarder le seul arbre endémique des îles subantarctiques. Le filica d'Amsterdam a bien failli disparaître, victime lui aussi de la présence humaine. Aujourd'hui, c'est le climat qui le met à rude épreuve. Dès qu'on plante et que les plants ne sont pas à l'abri du vent, ils sont brûlés. C'est le vent le principal ennemi du filica pour l'instant. Et à une époque, quand il y en avait suffisamment, il s'auto-abritait du vent. Enfin, c'est tout un ensemble de choses. Et c'est ça qu'il faut réussir à recréer. Et bon, c'est pas évident. Élevés à l'abri des éléments dans la pépinière, 500 arbustes sont ainsi replantés chaque année, comme celui-ci, choisi par les collégiens. Les hommes ont également introduit des animaux qui se sont eux aussi adaptés au climat et dont la présence a causé bien des dommages sur l'écosystème. La réserve a décidé d'en éliminer certains, comme les bovins, les mouflons et les moutons. Restent encore des rennes, suivies par un spécialiste de l'animal. Nous savons maintenant à peu près combien il y a de rennes sur Kerguelen, donc c'est de l'ordre de 1500 à 2000. Il s'est développé à partir des 10 rennes qui ont été introduits en 1955, mais les populations maintenant ont atteint finalement un niveau relativement stable et avec une reproduction assez faible. Et ça traduit justement sur la pauvreté du milieu et le peu de plantes qu'ils arrivent à manger pendant l'hiver. Au cours de l'hiver 2014, l'un des plus froids que Kerguelen ait connu, de nombreux rennes n'ont pas survécu. L'impact de l'animal sur la végétation, objet de l'étude, semble assez limité. Mais les acénas dont il se nourrit souffrent terriblement de la présence du lapin. Quant aux quelques chats introduits dans les années 50 pour s'occuper des rats et des souris, autres nuisibles débarqués clandestinement des bateaux, ils se sont eux aussi multipliés. Devenus sauvages, les milliers d'individus dévorent œufs et poussins des oiseaux marins qui nichent à terre. Que faire encore pour préserver au mieux ces terres que l'on imaginerait bien à tort immuables et sur lesquelles plane aujourd'hui la menace des changements climatiques ? Au-delà des mesures mises en place par les TAF, hivernants scientifiques ou simples visiteurs deviennent bien souvent les meilleurs ambassadeurs des terres australes. Alors que sonne l'heure du retour vers la Réunion, chacun est bien conscient de la chance exceptionnelle d'avoir pu fouler quelques mois ou quelques jours ces îles lointaines. Des étoiles encore plein les yeux, les plus jeunes passagers conserveront longtemps le souvenir de ce voyage hors du commun. C'est extraordinaire d'être ici, sur ce bateau. D'aller voir ces îles, c'est incroyable. Extraordinaire, fabuleux, tous ces mots-là. C'était une grande aventure humaine, surtout puisque je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi ouverts avec nous, puisqu'ils parlent avec nous comme s'ils nous connaissaient bien. Enfin, ils ne sont pas dérangés par la présence des enfants. Il faut le vivre pour comprendre, c'est compliqué d'en parler, de montrer des photos. On ne sent pas les odeurs,
On voit pas, on sent pas la pluie, on sent pas le vent, enfin, c'est pas la même chose. Mais on essaiera de faire partager au mieux. Là, ça doit être sublime au lever du jour, quoi. Une fois qu'on met les pieds dans la terre australe, je pense qu'on attrape un virus. En fait, c'est celui de revenir et je pense qu'on l'a tous pris.